Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et merci de votre fidélité à Grand Dialogue, votre émission qui consacre ce mois-ci au candidat à la présidentielle malienne du 29 juillet prochain. Programme du studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse. Tous les 24 candidats y passent à tour de rôle et ce soir, nous recevons Nyankoroya Samake. Il est le candidat du Parti pour l'action civique et patriotique. Et pour mener ce débat, Mohamedou Touré et moi-même, Kolsian Garsou. Le grand dialogue. Monsieur Assamake, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Nous sommes à quelques 2 semaines ou plus, voilà, quelques 19 jours, 18 jours de la présidentielle. Quel est votre état d'esprit à l'heure qu'il est? Le moral est bon. Le moral est très bon et j'ai confiance. Je trouve que cette élection n'est pas comme toutes les autres élections. Les Maliens ont compris les enjeux et je crois que cela fera une grande différence et c'est ce qui nous donne confiance. Qu'est-ce qui a principalement motivé votre candidature, puisque vous étiez également candidat en 2013 Bien sûr. Et en 2018 vous êtes candidat. Qu'est-ce qui vous a motivé le plus? Bon, mon amour pour le Mali est ma première motivation. Mais il se trouve que ceux qui ont conduit ce pays les 25 dernières années ont pris des promesses de stabilité, d'emploi décent pour nos enfants, pour la jeunesse. Ils ont aussi pris la promesse de prospérité pour le Mali. Il se trouve qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu tenir leurs promesses. Cela me dit que ce n'est pas par manque de volonté, mais c'est par manque de capacité. Et donc il est temps que les hommes capables de ce pays se lèvent pour venir proposer un plan audacieux pour la paix, la prospérité et la stabilité au Mali. Et c'est ce que nous offrons pour donner aux Maliens la stabilité, pour donner aux Maliens la sécurité alimentaire, pour donner aux Maliens des emplois décents pour la jeunesse, pour s'occuper finalement de la femme, pour faire en sorte que le Mali est un pays émergent qui n'a pas froid aux yeux devant un autre pays. Pour donner au Mali la confiance, la fierté de se taper la poitrine comme nous le faisons pour Thomas Sankara. Nous tapons la poitrine pour Paul Kagame. Le Mali peut offrir un dirigeant de cet acabit au reste du monde. Et je me propose pour ce rôle. Vous n'étiez pas passé en 2013. Cette année, quelles sont vos chances de l'emporter, cette présidentielle? Les atouts sont nombreux. D'abord, je reviens avec un parcours hors pair de tous les candidats. Les 23 candidats qui sont là-bas, à nous juger par notre parcours. Qu'est-ce que nous avons fait pour le pays? Qu'est-ce que chacun de nous a pu réaliser dans ce pays avant de mettre la main sur les pouvoirs publics? De ce fait, sans complexe, je peux regarder droit dans les yeux de chaque candidat qu'il me dise s'il a fait mieux que Yaya Samake avant de mettre la main sur le pouvoir public. Vous pouvez nous citer quelques exemples de ce que vous avez pu faire concrètement pour le peuple malien? Concrètement pour le peuple malien, depuis les États-Unis, je venais dans les confins ruraux, évaluer les besoins et user mon carnet d'adresses à travers la fondation que j'ai créée pour construire des trentaines d'écoles à travers le Mali, en amenant une quarantaine de jeunes Maliens aux États-Unis pour les universités, en donnant aussi des bourses d'études à 17 enfants maliens pour aller faire le lycée aux États-Unis à coût de 25 millions par an par personne, soit 75 millions multipliés par 17 personnes. Chaque année, j'envoyais et j'emmenais d'ailleurs des centaines, soit 100 ou plus médecins américains pour venir soigner gratuitement les gens qui venaient de Bamako, Sikasso, Mopti, Kai, se soigner gratuitement à Wole-Sebougou. Et ces médecins aussi échangeaient leurs connaissances avec les médecins locaux à Wole-Sebougou. Récemment, j'ai donné à travers ma fondation encore 5 tracteurs dans 5 villages pour combattre l'insécurité alimentaire qui fait partie aujourd'hui de mon projet audacieux pour les Maliens.
Donc, à travers ces grandes actions, quand la crise était à son plein et qu'il y avait beaucoup de réfugiés, je suis parti chercher 180 000 repas pour les réfugiés. Et sans parler des actions que j'ai menées en tant que maire, j'ai abandonné mon confort aux États-Unis pour venir m'installer chez moi dans le village de Wouléssebougou. Parce que mon seul bonheur ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être tout heureux tout seul. Je me suis inquiété pour le sort de la grande misère de la grande majorité. Et donc je me suis déplacé. En envoyant les enfants des autres aux États-Unis, j'ai pris mes enfants pour venir m'installer chez moi et m'engager dans le processus de développement local à Wouléssebougou. Donc voilà brièvement quelques actions concrètes que j'ai pu mener sans pour autant avoir accès au pouvoir public. Imaginez-vous un instant, avec ce dynamisme, avec cette compétence, qu'on me confie les rênes de cet État. Je vais transformer le Mali et les Maliens seront fiers finalement de leur leadership. Et tout cela, je l'ai fait avec une intégrité totale. Et c'est ce que je propose aux Maliens, un leadership avec intégrité. Colsey l'a rappelé, vous étiez candidat en 2013. Selon vous, pourquoi vous n'êtes pas passé en 2013? Les Maliens ont choisi, c'était une élection particulière. Mon message n'a pas passé. Les gens avaient placé leur confiance. Pourquoi votre message n'a pas passé? Les gens avaient placé leur confiance à un leader de pointe. Et nous avons souhaité un leader providentiel. Et on a fait un choix sur cette base-là. Et Ibeka, il a passé. L'espoir placé en lui, les gens ont réalisé 5 ans plus tard que peut-être qu'ils se sont trompés. Alors, cette fois-ci, un homme averti en vaut 2. Et c'est ce qui augmente significativement mon atout, ou mes atouts. Parce que ce que je dis aux Maliens, quand on veut donner sa fille au mariage à un homme, nous faisons toutes les enquêtes possibles sur cet homme. Nous voulons savoir s'il est capable d'entretenir ou de prendre en charge les besoins de notre fille. Quand un homme veut marier notre fille, nous faisons la même chose. Mais nous prenons tout un pays et nous le confions à quelqu'un sans se demander qu'est-ce qu'il a fait pour sa communauté, qu'est-ce qu'il a fait pour sa patrie, avant de demander la magistrature suprême. Justement, vous dites que vous voulez apporter quelque chose pour la grande majorité des Maliens. Oui. Pourtant, en 2013, cette grande majorité n'a pas voulu vous choisir. Si c'était le cas, cette logique ne marche pas. Ibeka, il a été candidat combien de fois avant que la grande majorité ne le choisisse? Cela est une logique qui ne marche pas. Quand on est candidat une fois, on propose, peut-être qu'on n'a pas pu atteindre la grande majorité des gens, le message n'a pas pu atteindre les gens, et alors on se fait mieux connaître et les gens apprennent à regarder ton programme. Et aujourd'hui aussi, je viens avec plus d'expérience. Après avoir servi comme maire, après avoir servi comme ambassadeur, c'est un nouveau Yé qui est là. Et les Maliens apprécient cela. Les Maliens apprécient mon parcours. Rappelez-nous le taux de pourcentage que vous avez eu en 2013. 0,58%. Et vous pensez que vous allez avoir combien en 2018? Je pense aller au deuxième tour. Lia Samake, je rappelle que vous êtes un homme politique, mais pas seulement politique, vous êtes également un homme d'affaires. Est-ce que vous êtes un personnage sincère, honnête? Vous avez payé régulièrement vos impôts? Si ce n'était pas le cas, mes opposants l'auraient sorti. Aujourd'hui, c'est le test de caractère, l'élection. Un homme se présentant à l'élection présidentielle, il s'ouvre à tous les examens. Et c'est pourquoi je suis tranquille. J'ai la confiance tranquille dans ce pays. J'ai servi, j'ai plutôt investi mes ressources plutôt que de m'accaparer des deniers publics. Ceux qui sont restés accrochés aux mamelles de l'État pendant les 30 dernières années sont connus. Et les sévrés est un problème. Et c'est pourquoi nous sommes là, en demandant le soutien du peuple malien pour les sévrés. Sinon, ils ne s'en iront pas de plein gré. Ils ont failli, ils ont pris des promesses qui n'ont pas marché. Ils devraient s'excuser et démissionner. Et c'est pourquoi, à la différence de tous les candidats aujourd'hui, je suis le seul à dire que si je suis élu président et que je ne parviens pas à réaliser la sécurité, surtout aller tenir un conseil de ministres à Kidal en 3 ans d'exercice, je démissionne. C'est pour vous dire que je suis comptable. Même s'il n'y a aucune exigence, j'exige sur moi-même
de rendement au peuple qui me fait confiance. Après 2013, le président Ibrahim Boubacar Keïta vous a nommé ambassadeur du Mali en Inde. Est-ce une récompense pour votre soutien au second tour? Aujourd'hui, l'heure n'est pas à ces petits débats. Je suis candidat à l'élection présidentielle. J'offre un programme audacieux. Je pense que les Maliens se soucient de savoir ce que je leur offre. Et je vais te le dire. Mon plan audacieux offre aux Maliens la stabilité, la paix, la stabilité et la prospérité. Et cela, je l'ai entrepris même en tant qu'ambassadeur. Les Maliens savent quel a été mon résultat en tant qu'ambassadeur. Parce que tout ce que je fais, je le mesure par le résultat concret, les actions concrètes. Et donc oui, j'ai servi le Mali avec honneur et intégrité en tant qu'ambassadeur, sans regret, et je suis très heureux de dire aux Maliens que je l'ai fait avec des résultats positifs. Mais vous pensez que le bilan d'Ibrahim Boubacar Keïta est négatif, c'est ça? Oui, absolument. Pourtant, vous l'avez soutenu au second tour. Alors, est-ce que vous êtes trompé? Non, c'est vous qui vous trompez. Parce que je ne l'ai pas soutenu au deuxième tour. Il y a un lot de jeunes candidats qui sont venus, et chacun, certainement, les gens me confondent au lot. Je suis toujours au-dessus du lot. Ceux qui sont accourus derrière le président, je les ai regardés, je ne comprenais pas, parce que nous étions tous jeunes candidats à dire le changement. Et soudain, nous avons oublié ce slogan, soudain, nous avons oublié notre conviction au renouveau de la classe politique. Yessa Maké et son parti de PACP, nous avons dit clairement sur les antennes de l'ORTM, à la télé nationale, que nous ne donnons de consignes de vote ni pour Ibeka, ni pour Soumaïla. Les vidéos sont là pour l'attester. Et cette fois, vous dites que vous allez être au second tour. Qu'est-ce qui vous dit qu'il y aura un second tour? Il y aura un second tour. Parce que vous ne dites pas que vous allez gagner les élections. Vous dites que vous serez au second tour. Je sais exactement ce que j'ai dit. Et qu'est-ce qui vous rassure qu'il y aura un second tour? Aucun candidat aujourd'hui ne peut gagner cette élection Ni au premier vous tour, inclus. Et j'ai dit aucun candidat. Je dis aucun candidat, et il est évident qu'il y aura un deuxième tour, et j'y serai. Est-ce que vous allez gagner ce second tour? C'est mon engagement. C'est mon objectif de gagner l'élection présidentielle, de devenir le président de la République du Mali. C'est ce que je propose aux Maliens. Et je compte sur les Maliens. Je sais que quand les gens regardent le parcours des candidats, on se rendra compte qui a le plus servi sa communauté, sa patrie, avant d'avoir accès au pouvoir public. Et j'ai confiance que les Maliens feront le bon choix, comme on le fait quand on marie sa fille. Et qu'est-ce qui vous différencie des 23 autres candidats? Exactement ce que je viens de dire. Mon parcours, donc vous pensez... mon attachement à la nation. Le simple fait que j'ai pu réaliser certaines choses, que je n'avais pas le devoir de le faire, ou je n'avais pas été élu pour le faire, mais j'ai choisi de le faire par amour. Pas le devoir de le faire, même en tant que citoyen? J'en viens. Devoir électoral, j'en venais. Je n'ai pas été élu par un peuple pour faire ce truc-là. J'ai été élu par ma patrie. Mon engagement pour le Mali. En tant que fils de ce pays, j'ai montré mon amour et ma capacité de servir le Mali. Beaucoup de Maliens ont des carnets d'adresse. Beaucoup de Maliens ont des capacités. Ont-ils mis ces capacités au service du développement local? Ont-ils mis ces capacités au service du développement de la nation? Jugez-en vous-même. Parlez-nous de votre projet de société. Quels sont les grands axes? Les grands axes de mon projet de société, c'est d'abord concentré sur la résolution de la crise. Mais c'est aussi concentré sur la jeunesse, la femme, le monde rural et la diaspora malienne. Et en ceci, nous offrons au Mali un projet qui se focalise sur certains grands axes, notamment l'agriculture, bien sûr l'éducation, la santé, mais aussi la stabilisation du pays, et sans oublier l'intégration africaine et la diplomatie. Donc ces grands axes-là sont couverts par le programme. Maintenant, pour la jeunesse, il s'agit de changer d'abord le concept que la jeunesse malienne est un fardeau, que nous sommes nombreux. Il n'y a pas pire calomnie. Nous sommes
un pays de 18 millions d'âmes seulement. Vous savez, je vais vous donner la citation du Premier ministre indien en la matière. Il dit que la force de l'Inde, c'est la démocratie, la démographie et la demande. Si vous le comprenez bien, c'est-à-dire que le nombre est un atout. La jeunesse malienne est un atout. Il s'agit de la former, il s'agit de l'équiper avec l'outil qui lui permettra de s'épanouir, c'est-à-dire l'éducation et la formation professionnelle, faire en sorte que nous sommes capables de remplir les postes qui existent déjà. Parce qu'au Mali, ce n'est pas seulement par manque d'emploi. Les jeunes de la sous-région viennent au Mali trouver de l'emploi. Souvent, ces emplois, nos propres jeunes ne peuvent pas le remplir parce que nous ne les avons pas équipés au même titre que les autres jeunes, la jeunesse de la sous-région. Et c'est pour cela, nous allons mettre un accent particulier sur la formation, mais aussi sur l'offre de l'emploi. Donc, à la femme, nous allons faire en sorte qu'il y ait une couverture sécuritaire pour la femme malienne. Faire en sorte que chaque femme, dans une famille démunie, reçoit une allocation mensuelle, annuelle, mais à condition qu'elles puissent envoyer leurs filles à l'école, qu'il ne reste aucune fille malienne derrière. Donc, qu'elles soient tous envoyées à l'école. Donc, c'est faire tuer deux oiseaux par un caillou. Donc, il y a aussi le monde rural, qui est un atout majeur pour le Mali, un potentiel inutilisé, qui doit faire du Mali le grand grenier de l'Afrique. C'est pourquoi, dans ce projet, je propose 5 tracteurs par commune, comme l'une des grandes actions que je vais entamer comme réforme au Mali, dans le secteur de l'agriculture. La mécanisation de l'agriculture. Le Mali a été bien doté par la nature. Nous avons plus de 5 millions d'hectares. Nous avons des paysans qui ont la volonté ferme et le désir ardent de travailler, mais l'État ne leur a pas donné les moyens, l'équipement. Il faut créer cela, c'est pourquoi je vais donner 5 tracteurs à chaque commune du Mali pour commencer. Et ce n'est pas gratuitement. En 5 ans, ces tracteurs doivent être remboursés et ensuite réutiliser ce même fonds pour acheter d'autres équipements pertinents pour améliorer la production au Mali. Cela m'amènerait à l'industrialisation de cette production. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous, le Mali produit presque 8000 tonnes de coton par an. Nous exportons presque 99% de ce coton sans valeur ajoutée. Seulement 2% sont transformés sur place. Seulement, moins que 2%. Et le reste est exporté sans valeur ajoutée, qui va constituer pour la création d'emplois dans les pays qui reçoivent ce coton-là. Le Mali peut créer un secteur de transformation de textiles dans ce pays qui peut utiliser 100 000 âmes chaque année. Mais malheureusement, nous sommes en train de courir derrière 200 000 emplois pendant que les opportunités sont là. Ça, c'est seulement le secteur coton. Il y a l'agribusiness, il y a la transformation des fruits, il y a la transformation des légumes dans ce pays-là. Et nous pouvons même réintroduire d'autres cultures dans ce pays pour accommoder, notamment la pomme de terre. Et des études ont montré que le Mali peut nourrir le reste de la sous-région en pommes de terre si on s'y mettait. Donc, les opportunités sont là pour créer de l'emploi. Les opportunités sont là aussi pour renflouer le trésor public par la fiscalité issue de l'industrialisation de la production agricole. Donc, c'est un secteur qui peut réellement aider le Mali à devenir un pays émergent. Mais nous n'utilisons pas ce potentiel-là aujourd'hui pleinement. Il y a la diaspora malienne, qui est aussi un autre grand atout, mais qui est sous-utilisé. Nous avons de grands académiciens, nous avons des docteurs dans tous les domaines qui existent, mais ils ne peuvent pas revenir au pays. Il n'y a pas une forte politique de motivation pour le retour au pays, pour que les gens puissent mettre leurs connaissances au service du pays. Et pour cela, je vais personnellement m'impliquer pour le retour de la diaspora et l'investissement de cette diaspora dans l'économie malienne. Elle le fait de façon informelle, mais il faut
mettre ça dans un cercle formel où l'État lui-même devient plus généreux envers notre diaspora et faire en sorte que chaque Malien, par exemple, on va cibler la jeunesse, un jeune Malien de moins de 40 ans qui veut investir dans ce pays, s'il a 90% du capital, l'État peut lui subventionner le reste de 10%. Voilà brièvement les quelques axes du programme. Vous dites nous les jeunes, c'est ça? Vous y compris? Oui, je serais très heureux qu'on me considère comme jeune à 49 ans. C'est la question que j'allais poser, parce que vous avez dit nous les jeunes. Bon, ça c'est un petit détail. Je me considère jeune, de toute façon, je suis jeune à cœur. Et vous me trouvez vieux? À 49 ans déjà? Ah bien sûr, je suis tout jeune. Et Yaya Samake, Oui. on dit de vous également que vous êtes un homme extrêmement riche. Si vous êtes élu président de la République, vous confirmez cela? Je ne sais pas ce que extrêmement riche veut dire. Vous êtes milliardaire? Non. D'accord, ça, on sursoit à cette question. Sinon, j'allais vous demander, est-ce que vous allez faire comme Donald Trump, refuser votre salaire de chef d'État si vous êtes élu président de la Même si je ne République? suis pas milliardaire, je vais réduire significativement le train de vie de l'État, inclus le salaire du chef de l'État, si je suis président de la République. Réduire, mais vous n'allez pas refuser? Non. Ça ne sert à rien de travailler gratuitement. Je ne crois pas à cela. Même si c'est pour son pays, il faut être irrédevable. Si tu n'en as pas besoin, tu ne dois pas être là-bas. Et Donald Trump, c'est un cas que j'éviterai de parler. Aujourd'hui, il s'agit du Mali, il s'agit de gérer le Mali. Et donc, si je suis président, je vais réduire significativement le train de vie. Le salaire du président lui-même ne signifie pas grand-chose. C'est le train de vie qui est le plus élevé. Un salaire qui ne dépasse pas les quelques milliards ne peut pas transformer un pays. Mais il faut réduire le train de vie. C'est là-bas que je vais financer une plus grande partie, une bonne portion des réformes que je vais instituer. Mais quand vous dites que vous allez réduire le train de vie de l'État, concrètement, qu'est-ce que vous allez réduire? Je vais réduire, par exemple, le voyage des cadres. Un ambassadeur malien dont j'ai été voyage en business. Un ambassadeur américain voyage en économie. On peut réduire ce train de vie. On peut faire beaucoup d'économies sur les grands voyages seulement. Juste un exemple. Vous, avez-vous voyagé en économie étant ambassadeur? Je l'ai fait, absolument. Tout le temps? Non, pas tout le temps. Il y a eu des fois. Pourquoi vous n'avez pas commencé étant ambassadeur? Il y a un moment pour tout. C'est une loi. Donc, il faut être président pour réduire le train de vie de l'État. En tant qu'ambassadeur, on ne peut pas le faire. Non, je l'ai réduit comme je peux. Il y a certains événements, par exemple, quand un ambassadeur se déplace pour aller à la présentation de sa lettre de créance, il vient en être souverain. Et il y a eu des moments où je me suis déplacé, bien sûr, en économie en tant qu'ambassadeur. Absolument. Même aujourd'hui, quand je me déplace en économie en tant que candidat à l'élection présidentielle, en tant que Yaya Samake. Pour moi, ce luxe-là n'est pas le plus important quand on veut servir. Yaya Samake, l'insécurité gangrène le nord du Mali. Maintenant, elle se déplace vers le centre du pays. Est-ce que vous irez à Kidal faire campagne? Non, je n'irai pas à Kidal. Pourquoi? Parce que ceux qui tiennent les rênes de ce pays aujourd'hui n'ont pas pu sécuriser cette partie du pays, en plus d'autres parties. L'insécurité qui gangrène le Mali aujourd'hui, hier nous parlions du Nord, la crise du Nord. Aujourd'hui nous parlons du centre. Demain nous parlerons du Sud, de l'Ouest. Que nous sachions simplement que ce n'est pas un problème géographique. Notre crise est une crise de leadership. Notre crise est une crise de gouvernance. Ça n'a absolument rien à voir avec une location géographique. C'est certainement un problème de ressources. Ce qui se passe au centre aujourd'hui, c'est parce que les gens se disputent les ressources. La solution ne réside pas dans les forces étrangères. La solution est ici et ici seulement, nulle part ailleurs. Et c'est ce qui fait que nous nous sommes trompés d'objectif. Nos leaders ont couru et accouru vers l'étranger. Ils ont essayé de trouver la solution à l'étranger. Et pendant 5 ans, ils n'ont pas pu résoudre le problème. Quant à moi, j'ai dit un président qui veut résoudre une crise de cette magnitude se confie d'abord à son peuple. Quand il y a ton peuple derrière toi, quand il y a l'adhésion de ton peuple et le soutien populaire, le monde entier te respecte. Comment peut-on avoir
cette confiance, ce soutien populaire, c'est par un leadership vertueux. C'est en démontrant à ton peuple que ton seul souci, c'est le bien-être de ton peuple. Ton seul souci, c'est le développement durable de ta nation. Une fois que le peuple malien a cette croyance, a cette mentalité et croit fermement que son président a pour souci majeur la résolution de ses besoins essentiels, nous nous mettrons derrière ce président-là. Et c'est ce président que je veux offrir aux Maliens, en étant avec les gens. Une fois qu'on a ça, aujourd'hui, la crise, nous avons pu enfanter dans la douleur l'accord pour la paix et la réconciliation. Par la grâce de la médiation et l'Algérie, comme chef de file, le Mali a aujourd'hui un accord qui n'a pas pu être appliqué parce qu'il y a manque de crédibilité. Mais est-ce que vous croyez personnellement que cet accord-là, il est viable, il tient? Absolument, absolument. J'ai été l'un des premiers partis politiques en dehors de la mouvance présidentielle à dire que c'est le seul instrument dont nous disposons aujourd'hui. Colsel, je vais revenir un peu sur Kidal encore. Votre réponse, elle est catégorique. Non, je n'irai pas à Kidal, c'est ce que vous dites. Alors, est-ce que vous refusez également le vote des Kidalois? Monsieur Traoré Touré. Monsieur Touré, non, je ne peux pas éviter le vote des Kidalois. Non, est-ce que vous refusez? Je ne peux pas refuser. Mais écoutez, vous n'avez pas compris certainement ce que je vais dire. Je vais peut-être aller droit au but. J'ai dit, je ne peux pas aller. Ce n'est pas que je ne veux pas aller. Pourtant, la MINUSMA dit qu'elle va accompagner tous les candidats à partir à Kidal. Mais vous dites, non, je n'irai pas à Kidal. Je n'irai pas. Même avec l'accompagnement de la MINUSMA? Non. Et vous comptez vous faire élire par les Kidalois? Absolument. Comment? Ils nous écoutent aujourd'hui. Comment? Ils nous écoutent aujourd'hui. Vous refusez d'aller leur voir. Pourtant, il y a une possibilité qui s'offre à vous. J'aime bien votre agressivité. Je ne suis pas agressif. Absolument, absolument. Je pose une question que le citoyen lambda se pose. Je t'invite, parce que tout le monde nous regarde. Il faut qu'on élève un peu le niveau du débat. Le niveau du débat? Non, il faut qu'on l'élève un peu. Je te l'invite parce que c'est ça mon invitation. J'ai abandonné mon Les Kidalois, vous l'avez dit, ils vous suivent. Les Kidalois doivent écouter un programme. Aucun candidat ne peut être dans toutes les régions. Donc, poser des questions qui sont un peu pertinentes. Parce qu'en réalité, celle-là, elle est pertinente pour des Maliens, pour les Kidalois. Et par respect pour ton invité, laisse-moi parler, s'il te plaît. Oui. Tu auras le temps de répliquer. Il ne faut pas qu'on ramène ce débat-là à un niveau que je ne souhaite pas. Moi, je suis là pour parler aux Maliens. Je suis là... Les Kidalois y compris. Absolument. Ne pas aller à Kidal ne veut pas dire aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'il faut être là physiquement. Cette élection... Nous le faisons à travers les médias comme Tamani. Nous croyons que Tamani peut atteindre les Kidalois. J'espère qu'à travers Tamani, nous pouvons avoir les Kidalois. La radio TISDAS, bien sûr. Absolument. Il y a la radio, il y a la télévision, il y a différents moyens de faire la campagne. Nous ne sommes pas obligés et nous n'avons même pas les moyens d'être dans toutes les localités du Mali. Le moyen matériel, mais le temps aussi manque. Pour vous dire une chose, la question n'est pas que Yep ne soit pas à Kidal, la question est que Kidal n'est pas sécurisé. Ça, c'est plus important pour les Kidalois que la présence physique d'un candidat. C'est pourquoi je dis, élevons le débat à ce niveau-là. C'est la sécurité du Mali qu'il s'agit. Je n'irai pas dans toutes les régions du Mali, même certaines régions qui sont sécurisées. Je n'irai pas dans tous les cercles du Mali. Parce que mon calendrier, l'élection est un programme. Il faut programmer. C'est une programmation. J'espère qu'un jour, vous serez candidat et vous comprendrez la programmation. Aujourd'hui, je suis journaliste. Je le souhaite pour toi que vous allez vous élever à ce niveau un jour, devenir le président de la République. Souhaitons-le. Soyons aussi ambitieux. La réalité est que... Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, ne pas vouloir être candidat n'est pas forcément ne pas être ambitieux. Poursuivez. Ce débat est très intéressant. Ce débat est très intéressant, mais je vais me mettre dans ce cadre-là. Il s'agit de la sécurité de Kidal. Je propose aux Kidalois un plan audacieux, faire de Kidal le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest, un mon plan. Faire de Gao le Silicon Valley de l'Afrique de l'Ouest, c'est mon plan. Donc je me focalise sur comment traduire les réalités des Kidalois qui est une grande misère aujourd'hui, à une meilleure vie demain. Si les Kidalois peuvent comprendre cela à travers Tamani, ils voteraient pour Yaya Samake, pour sûr. C'est pourquoi je suis là.
pour informer les Kidalois. Et ma stratégie de campagne, c'est mûrement réfléchi et nous sommes à charge de ce calendrier. Monsieur Samaké, parlant toujours de l'accord de paix et de réconciliation nationale, et avec la crise au Mali, ce sont les forces internationales qui ont presque assuré la survie de ces pays. Si vous êtes élu président de la République, allez vous rendre pour ces liens. Quel sera particulièrement votre rapport avec la France? Le Mali a un rapport historique avec la France. Je souhaiterais continuer les rapports de bon voisinage, ce rapport historique avec la France. C'est vrai qu'il faut que ces rapports nous servent. C'est ce pragmatisme-là que je demande à tous nos partenaires. Ce n'est plus une simple amitié, comme certains le disent, que les pays n'ont pas d'amis. Nous avons les mêmes intérêts. J'ai eu l'occasion de dire à certaines autorités françaises que la France gagnerait mieux à un Mali debout, à un Mali autosuffisant qui ne tend pas la main. Et donc, nous remercions le peuple français pour son soutien au peuple malien. Mais il faut que les rapports soient gagnant-gagnant. Et c'est seul le président de la République qui peut inspirer une telle relation. Et en quoi faisant, je l'ai toujours dit, en d'abord s'octroyant le soutien populaire, le soutien de son peuple, et ensuite, le reste du monde nous respectera. Et quant à l'Algérie, vous allez garder toujours de bons rapports quand on sait que ce pays, depuis 1990, a joué énormément de rôle dans les différents accords de paix au Mali. Et certains disent d'ailleurs que l'Algérie serve de base arrière à certains groupes djihadistes et rebelles. Est-ce que vous, président de la République, aurez-vous le courage de discuter franchement de cette question? Toutes les questions qui concernent le Mali se discuteront franchement avec le président Yaya Samake. Toutes les questions, sans exception. Avec le président Yaya Samake, nous sommes un peuple souverain. Et nous discutons sur cette base-là. Que tout partenaire puisse reconnaître que nous échangeons sur la base de cette souveraineté. Je ne parlerai aucun pays. Le Mali, dès lors que notre intérêt se trouve dans un pays, nous allons échanger et trouver les moyens pour que cela profite aux Maliens, pour que cela profite au peuple malien. Nous allons accroître la diplomatie de voisinage pour que finalement nos rapports puissent être favorables que défavorables avec nos voisins. Et donc, c'est vrai que nous sommes dans un voisinage souvent un peu robuste, mais il faut s'adapter à son environnement. Il faut s'élever au-dessus des obstacles. Nous pouvons le faire et nous le ferons. Seriez-vous favorable, si vous êtes élu président de la République, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, par exemple? Je ne sais pas ce que cela veut dire, former un gouvernement d'union nationale. Si je le dis, c'est simplement parce que mon intention, c'est de former un gouvernement qui sert le Mali. J'ai déjà un plan et je vais l'exécuter pour le bonheur des Maliens. Ce n'est pas pour faire plaisir à une classe politique ou autre ou telle composante. Mais ce que je vais vous dire, un aspect essentiel de mon plan de gouvernance qui n'existe dans aucun autre projet de société aujourd'hui, c'est la redistribution des pouvoirs. Au Mali, tout le pouvoir est concentré entre les mains d'une petite minorité. Et ils ne l'utilisent pas, ce pouvoir-là, pour transformer la grande majorité. Au Mali, seule une petite minorité a la chance ou s'impose pour prendre les décisions au nom de toute la majorité. Cela constitue des germes d'instabilité. Dans un pays en crise comme le Mali, il faut redistribuer équitablement les pouvoirs selon les composantes du pouvoir et de la population. Les leaders n'ont pas pris cet aspect en compte pour la formation des différents gouvernements. Nous avons une loi sur le genre où 30% des membres du gouvernement doivent être des femmes. Comment on l'applique dans ce pays? L'Assemblée nationale, comment on l'applique dans ce pays? Et quand tu vois le gouvernement, tu vois que ce n'est pas à l'image de la composition de ce pays. Et donc, certaines personnes dans ce pays se sentent frustrées
parce qu'ils ne sont pas inclus dans le processus de prise de décision qui affecte leur vie. Et pour cela, des frustrations comme ce qu'on voit au centre aujourd'hui, qui n'est autre chose qu'un repli identitaire. Parce que nous avons constaté que le gouvernement ne se soucie plus de nous. Alors, nous nous replions sur nous-mêmes pour prendre les choses en main. Le gouvernement n'offre plus la santé, alors notre diaspora ou nous-mêmes, nous devons nous offrir ce service-là. L'État ne nous protège plus, alors nous prenons nous-mêmes le fusil et nos bâtons, nous nous protégeons nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est le centre. Hier, c'était Kidal. Demain, c'est où? Comme je l'ai toujours dit, cette redistribution du pouvoir est un élément important dans la résolution et la stabilité du Mali. M. Samaké, si vous êtes élu président de la République, quelles vont être vos 3 premières décisions? Oh, mes 3 premières décisions. La toute première serait d'abord d'inviter les Maliens à un dialogue. Le dialogue sur le vivre ensemble. L'autre décision portera sur l'audit ou une évaluation objective de l'accord et son application au Mali. Troisième mesure, ce serait bien entendu réduire ou chasser la faim du Mali pour que les Maliens, une décision politique qui va constituer à réduire significativement la pauvreté dans ce pays. Cela porte sur l'agriculture surtout. Et le projet de 300 tracteurs et de 5 tracteurs par commune qui constitue 3500 tracteurs et qui ne sera pas acheté en Chine ou ailleurs. Ce sont des tracteurs qui seront montés ici au Mali avec Mali Tractors, dont notre État est propriétaire à 49%. Monsieur Traoré. Mohamedou Touré. Monsieur Touré, j'allais dire. Monsieur Touré. D'accord. Mais 49%, vous n'estimez pas que c'est très peu pour un État? Pourquoi le Mali n'est pas majoritaire dans les actions, par exemple? Non, ça, c'est les principes qui conduisent le partenariat public-privé. Et on pourrait, mais ce n'est pas mal déjà. Si nous pouvions capitaliser sur ces 49% et regarder que quand nous avons voulu acheter par ce gouvernement 1000 tracteurs, vous savez combien ils ont acheté avec Mali Tractors? 200. Et 800 autres ont été achetés ailleurs. Et voyez-vous, nous sommes allés payer les taxes pour acheter ces tracteurs-là, pendant que nous aurons pu bénéficier en augmentant la production de montage ici au Mali. Concernant toujours l'agriculture, qu'allez-vous faire face au phénomène du changement climatique? Ça, c'est très important. Vous savez que, M. Touré, le Mali ne doit pas se limiter seulement à 4 mois de saison de culture. La nature nous a dotés d'un pays qui est placé dans l'un des meilleurs endroits de l'espace. Nous pouvons cultiver 12 mois de l'année dans ce pays. L'une des plus grandes initiatives que je vais poser, d'ailleurs, ça fait partie des 3 initiatives, non seulement la mécanisation, mais l'initiative eau pour l'irrigation. Je vais prendre une initiative présidentielle portée sur l'irrigation des terres de Tombouctou, Kidal, jusqu'à Kaye, Sekasso, pour que les Maliens puissent avoir accès à l'eau de la nappe aquifère pour l'agriculture et de façon aisée. Et cela est possible, ça se fait sous d'autres cieux. Ce n'est pas un mystère, nous pouvons le faire aujourd'hui. L'engrais bio peut être fabriqué ici au Mali. Nous n'avons pas besoin que les paysans se mettent en rang pour attendre l'engrais. Nous pouvons le fabriquer ici. Nous sommes un pays agricole, agro-pastoral. Pourquoi attendons-nous que d'autres fabriquent de l'engrais pour que nos paysans puissent manger à leur faim? Monsieur Samaké, en 2013, la loi électorale a permis l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui président de la République. 5 ans après, vers la fin de son mandat, il décide par le ministre de l'administration territoriale de modifier cette loi-là. Est-ce que vos candidats, en acceptant de participer à cette élection, vous ne cautionnez pas cette façon, ce freinage démocratique? Non, nous ne cautionnons pas, mais nous nous mettons dans des dispositions à pouvoir mieux servir les Maliens, à pouvoir prendre des dispositions
pour que la démocratie puisse mieux fleurir dans ce pays. Voyez-vous, nous avons fait un parcours. Tout ne change pas à la fois. Et les gens ont atteint leurs limites. C'est ce que je dis à tout le monde. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et beaucoup de gens qui cherchent le pouvoir aujourd'hui ont atteint leurs limites. Mais par exemple, dans cette loi électorale, il est clairement indiqué qu'en cas de force majeure, d'abord le terme force majeure peut-être reste à définir selon le gouvernement, mais en cas de force majeure, on pourrait annuler le vote tout simplement dans ce lieu. Est-ce que cela ne vous dessert pas? Absolument, ça nous dessert. Mais aujourd'hui, c'est la loi. De participer à cette c'est la loi aujourd'hui. Ce n'est pas toutes les lois qui nous favorisent. Souvent, il faut accepter la loi, même si elle ne nous favorise pas. Mais il faut se mettre dans la disposition. Ça, c'est aussi la démocratie. Pouvoir changer cette loi pour qu'elle puisse bénéficier le plus grand nombre. C'est ça la démocratie. Mais c'est en se retirant de ne pas participer parce qu'il y a une loi de ton pays, puisque c'est une loi. Et donc, nous devons tous obéir et respecter cette loi. Nous sommes en campagne électorale. Pensez-vous bénéficier d'un traitement de l'information équitable au niveau des médias? Bon, vous savez, nous ne pouvons pas exiger des médias privés un traitement équitable. C'est des entreprises qui sont dirigées par le profit. Les médias d'État, nous exigeons. C'est vrai que jusqu'au début de la campagne, l'accès n'était pas donné à tout le monde. Il y a eu des censures. Mais nous sommes à l'élection présidentielle aujourd'hui. Nous avons l'occasion, nous, de changer les choses. Quand je suis président, je ne vais pas m'accaparer des médias d'État. Parce que tous les opposants ont dit ça au Mali. Ils nous font accéder au pouvoir. Ils ont la même mise sur les médias publics, par exemple. J'ai pas compris. Tous les candidats à l'élection présidentielle, quand ils étaient dans l'opposition, ils ont dénoncé la mainmise du pouvoir sur les médias d'État. Mais eux, à leur tour, une fois qu'ils sont installés dans le fauteuil présidentiel, ils font la même chose. Est-ce que vous allez échapper à cette tentation? Absolument. Vous savez, c'est l'instinct humain, l'instinct grégaire de survivre. Ibrahim Boubacar Keïta souhaiterait vivre dans un pays totalement démocratique, mais souvent prendre des décisions qui affectent soi-même, il tient d'un homme d'État. Et évidemment, nous avons pu nous rendre compte que le président actuel n'est pas un homme d'État. En 30 secondes, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, M. Samaké, si vous aviez un message important adressé au peuple malien, ce serait lequel? Mon message au peuple malien constitue d'abord qu'on change notre façon de choisir nos leaders. Chaque 5 ans, nous courons aux urnes, nous élisons un président et quelques mois plus tard, nous le décrions. Est-ce sa faute ou est-ce notre méthode de sélection? Il faut que nous changeons et que nous regardions le parcours. C'est le seul moyen de prédire l'avenir d'un candidat. Qu'est-ce qu'il a fait avant? S'il s'est servi, il s'en servira. S'il a servi, il servira. Donc j'invite les Maliens à prendre cela en compte pour le choix du prochain président de la République. Monsieur Yassamake, merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Grand Dialogue. Notre invité était Nyankoro Yaya Samake. Il est le président du Parti pour l'action civique et patriotique à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Passez d'excellents moments en compagnie de nos radios et télévisions partenaires. Très belle soirée. À demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.